Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Josué. Je m'appelle Sacha. Enchanté, moi c'est Fabrice, je suis l'auteur de Compliance Without Comma. Puisque vous êtes venu ici sur le site d'Assiska avec l'agence du numérique, j'ai quelques questions cybersécurité. Alors la première, à ton avis, c'est quoi le truc le plus dangereux en cyber aujourd'hui? La fuite de données. J'imagine que si nos données fuitent au niveau d'une entreprise, ça peut être problématique. Et je veux dire que ce soit même un petit leak, ça peut faire un effet, je ne sais pas, peut-être cascade et que ça entraîne d'autres problèmes dans l'entreprise. Donc j'imagine tout ce qui est phishing, etc., cliquer sur des liens malveillants, surtout si on a une partie qui est moins IT, moins technique, enfin c'est le cas dans les entreprises, faut surtout faire attention à à ces sections-là dans l'entreprise pour ne pas qu'il y ait de fuite ou une intrusion au niveau du service, au niveau de l'entreprise, je veux dire. En fait, tu as mis le doigt sur plein de choses. Mhm. On est en Europe, donc on a du RGPD. Et au niveau RGPD, on va parler conformité. Donc c'est bien, tes données sont fuitées, mais tu peux te prendre des amendes derrière en plus. Tu as un actif qu'on doit protéger qui s'appelle ta liability, ta réputation en tant que société ou en tant qu'individu. Donc tu vas mettre des années à monter ta réputation et là en 4 secondes, un hacker vient tout te choper. Imagine si tu es sur le New York Stock Exchange, tu peux perdre des millions en bourse et simplement te prendre une amende de la Commission de protection vie privée de 50 000 euros, mais tu vas perdre 4 milliards sur la même journée, tu vois. Et alors, il y a aussi des données qui sont super importantes, les données de santé. Au niveau des hôpitaux, etc., on a accès à des données qui touchent directement au privé, à la vie privée des gens, etc. Du coup, là, j'imagine que si on fait une erreur dans le secteur de santé, on aura plus vite des ennuis, entre guillemets, que dans peut-être d'autres domaines, j'imagine. Oui, et on va avoir beaucoup plus d'ennuis, beaucoup plus rapidement, parce que le coût de nos données, si je prends nos données comme on est citoyen lambda, ça coûte peut-être une pizza sur le dark web. Si je prends des données de santé, ça coûte un iPhone 17. Donc la cible, ce sont les données de santé, parce qu'elles se revendent beaucoup plus cher sur le dark web. Et ça, c'est pour ça qu'on a aussi la NIS 2 au niveau des hôpitaux. Les gens n'ont pas encore forcément pris conscience de ça. Mais nos données de santé sont super importantes. Imagine demain, tu as le cancer et tu veux faire un prêt. Et tes données ont fuité. Ou vite nous accorder un prêt à la banque si on sait qu'on est malade avec un cancer, oui. D'accord. C'est un état d'esprit, c'est un mindset. Et il faut voir comment les données sont exploitées. Ok, super, merci. À ton avis, c'est quoi le truc le plus dangereux en cyber aujourd'hui? Je pense que c'est le facteur humain. Parce qu'on met souvent l'accent sur le facteur technique en cybersécurité, qu'on essaie toujours plus de sécuriser, etc. Mais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont peu sensibilisées au facteur de cybersécurité et qui le seront parfois, par exemple les personnes plus âgées, les anciennes générations, sont très difficiles à convaincre et donc on doit travailler avec ça et s'adapter à eux. Mais je pense que actuellement le plus gros facteur, comme on a déjà vu dans la présentation qu'il y a eu tout à l'heure ici déroulée, c'est le facteur humain. Encore beaucoup trop de gens qui se des mails de phishing se font avoir, rentrent leur login password sur des sites en fait compromis ou malveillants. Et je pense que d'ici les prochaines années, c'est encore un facteur qui va petit à petit diminuer, donc être moins présent, mais qui sera toujours là parce que c'est pas dans notre nature de faire attention à ça pour la plupart des gens qui sont pas dans l'IT. Oui, en plus maintenant avec les AI, on est capable de faire des deepfakes, faire passer la voix de ma maman par exemple à ma sœur, et ma sœur pense vraiment que c'est ma maman qui est en détresse. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'AI par rapport à ça? Même pour créer des mails de phishing, maintenant les attaquants en fait, utilisent l'IA pour créer directement les mails. Parce que souvent, on a des personnes étrangères qui ne parlaient pas très bien français. Il y a 5-10 ans, on voyait beaucoup de fautes d'orthographe dans des mails de phishing. Maintenant, ils les font directement avec l'IA. Ça leur coûte quasiment rien en coût pour l'attaque. Et c'est l'attaque qui a très fort vecteur de propagation, car on a envoyé par centaines. Et l'IA, actuellement, elle est accessible à tout le monde. C'est pas quelque chose comme il y a 10 ans qui est plus réservé à une élite, on va dire, entre guillemets. Et donc, je pense que les attaques vont se multiplier utilisant l'IA et qu'on va devoir encore former encore plus les gens qui déjà étaient, pour le phishing, était quelque chose d'assez difficile à former. Maintenant, il va falloir former en plus à l'IA. Et l'écart générationnel entre les personnes plus vieilles, je pense, et notre nouvelle génération, donc les personnes plus jeunes qui ont vécu avec l'informatique, va encore plus se créer maintenant à cause de l'IA. Tu es également auteur d'un podcast. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Très rarement, principalement quand je fais du sport. Mais je connaissais pas le vôtre encore, mais ça a l'air intéressant comme podcast sur la cybersécurité, je suppose, l'informatique. Oui, en fait, c'est un podcast sur la cyber, sur l'ISO, sur la vulgarisation. J'essaie de démontrer que la conformité
parce qu'on se chope plein de régulations, que la conformité n'est pas endormante. Et que ce n'est pas parce qu'on est conforme qu'on est en sécurité. Je vois souvent ça comme du bullshit. J'ai travaillé beaucoup avec des sociétés où j'avais des financiers qui me disaient mais ça va, on est conforme. Et en fait, derrière, il y avait des trous énormes. Alors qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère à un moment donné être conforme, fermer les yeux, ou gérer les risques? Donc c'est un peu ça la genèse du podcast. Je vais faire un test. Ton mot de passe le plus honteux, tu le dirais devant la caméra? J'ai eu un mot de passe où c'était juste mon nom de famille avec quelques lettres en fait et juste des chiffres à la fin de ma date de naissance. Et ça, c'est quand j'étais petit. À l'époque, quand j'avais 10 ans, c'était mon mot de passe. C'était juste mon nom de famille avec des chiffres. À ne pas faire, bien évidemment, parce qu'avec de l'OSINT, donc Open Source Intelligence, on est capable d'aller retrouver toute une série d'infos. Le plus gros mythe en cybersécurité, selon toi? En mettant assez d'argent, on peut être une entreprise infaillible et inattaquable. Parce qu'on trouve toujours tous les jours des nouvelles failles. Il y a des gens qui c'est leur métier de rechercher des failles de sécurité. On trouve des fois des zero day qui sont utilisés, qui valent très cher sur le marché des darknet. Ouais. Et donc, il faut jamais se penser inattaquable et penser même donc pas à se défendre, mais aussi à réagir. C'est aussi important d'avoir une équipe. Et la cybersécurité, il y a une dizaine d'années, même plus, c'était mis de côté, c'était quelque chose qui coûtait de l'argent, mais qui ne servait à rien. Et j'ai l'impression que maintenant, les entreprises, petit à petit, commencent à comprendre qu'investir en cybersécurité, c'est justement pour éviter une perte d'argent. Et donc, c'est rentable sur le long terme. Alors que c'est plus un coût qui nous dépense de l'argent pour l'entreprise qui ne sert à rien. Donc je pense que le plus gros mythe, c'est qu'on n'est pas infaillible. Ouais, effectivement, l'ego est l'ennemi. Là, c'est pas de moi, hein, c'est Ryan Holiday qui dit ça. The ego is the enemy. Et donc, on est tous faillibles en fait. Il faut vraiment être conscient de ça. Et la difficulté que j'ai, je suis un pro de la Sécu, c'est encore de convaincre des comités de direction qui ne sont pas en train de dépenser de l'argent dans la cyber, mais qui sont plutôt en train d'investir dans leur avenir pour éviter d'en perdre beaucoup plus par la suite. Et ça, vous arrivez bien tous les deux parce que on a besoin de gens comme vous pour continuer. Hein. Alors, quel est le buzzword cyber qui t'énerve le plus? En fait, c'est plutôt une façon de penser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on va à la cybersécurité, on est des hackers. J'ai remarqué ça, puisque moi j'ai un bachelor en cybersécurité. Et qui ne voient pas en fait tout ce qu'il y a derrière et qu'on n'est pas juste des bêtes hackers et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là-dedans qui veulent directement être red team. Il faut aussi penser que le blue team, pour faire du red team, il faut comprendre le blue team avant tout. Ouais. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ne comprennent pas avant d'essayer d'attaquer en fait. Alors du coup, je rebondis. Est-ce que tu es d'accord que les bons braconniers font les meilleurs gardes-chasse? Je pense pas, parce que ils peuvent savoir chasser, mais pas forcément comment fonctionnent les choses et les défendre en fait. Donc je pense que on peut savoir faire les deux, mais c'est plus facile de partir de comment on a défendu pour mieux connaître comment attaquer puisqu'on a le inside, alors que de l'extérieur on va essayer de toujours gratter petit à petit, trouver là où on peut s'enfoncer, mais on ne comprend pas forcément en profondeur tout. Donc je pense que c'est important de partir de quelque chose où on comprend en profondeur pour mieux pouvoir attaquer justement.